Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au lendemain d'une keynote Apple, donc forcément le contenu va être intéressant de ce Dev Café. Si vous connaissez pas, c'est tout simplement le meilleur de l'actualité autour du développement mobile et c'est chaque jour à partir de 7h sur YouTube. Avant qu'on ne s'intéresse à tout cela, pensez bien à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas et à aimer cette vidéo parce que vous savez ça aide plutôt pas mal côté YouTube. Maintenant que toutes les présentations sont faites, je vous propose qu'on s'intéresse donc à l'actualité du jour. Vu qu'on se parle de développement mobile, forcément je ne vais pas vous parler de caméras, de processeurs, de choses comme ça, mais plutôt d'informations qui sont utiles pour nous, à savoir dans un premier temps que iOS 16 est disponible en release candidate, c'était donc ce qui était annoncé hier soir, et la version stable, elle est annoncée pour le 12 septembre, donc la semaine prochaine, c'était ce qui était prévu hier, mais là maintenant c'est officialisé. A noter aussi qu'une version 15.7 en release candidate a été annoncée hier soir en parallèle, alors on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas c'est bon à savoir de ce côté-là. Maintenant on va s'intéresser du coup au contenu de cette keynote. Il y a eu donc 4 nouveaux iPhones qui ont été présentés, ainsi que des AirPods Pro et 3 nouvelles montres, sachant que maintenant il y a une déclinaison plutôt orientée sportive de cette montre. Ça, ce ne sont que des produits, donc on va pas plus s'arrêter dessus. Par contre, on va regarder pour nous, côté développeur, qu'est-ce qui est intéressant, et ça concerne uniquement les téléphones 14 Pro et 14 Pro Max, ça ne concerne pas les versions 14 et 14 Plus. La fonctionnalité en question, ça concerne le notch. Comme vous le savez, ce notch jusqu'à présent, c'est plutôt embêtant qu'autre chose, et il n'y a pas vraiment d'application qui en tire parti. Et l'idée de Dynamic Island, qui est la nouvelle fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est justement que ça va tirer parti de ce notch. Si on regarde bien, en réalité, le notch, il est décomposé en deux parties, et ici, derrière, c'est Apple qui met du noir pour être sûr que ça fasse un ensemble uniforme. Et l'idée, c'est d'aller plus loin que ça en se servant de cet espace pour diffuser des notifications. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace va pouvoir être utilisé pour diffuser des notifications, donc vous allez pouvoir d'un côté afficher des informations, et de l'autre aussi. Et quand on va cliquer dessus, ça va nous afficher une sorte de notification agrandie. Si dans une application vous affichez une notification et que toutefois vous quittez cette application, dans ce cas-là, ça va créer une petite bulle sur la droite pour justement permettre à l'utilisateur de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe en parallèle. Côté implémentation, forcément dans le SDK d'iOS, il va y avoir tous ces éléments-là. Par contre, si vous faites du web ou d'autres frameworks genre Flutter, il va falloir recréer toutes les API autour de ça. Donc déjà, des gens ont commencé à le faire sur le web et pareil côté React Native. Pour ce qui est de la taille du notch, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, on est donc sur 54 pixels, ce qui est beaucoup plus qu'auparavant, et sinon, on est autour de 47. Et forcément, bien évidemment, des développeurs se sont amusés à commencer à utiliser les API, et typiquement, eh bien oui, Doom fonctionne bien sur ce notch amélioré. Au final, c'était la seule fonctionnalité qui a été annoncée pour nous développeurs pendant cette conférence, mais comme vous le voyez, finalement, enfin, on va pouvoir bénéficier et tirer parti de ce notch qui, pour le moment, était quand même très embêtant parce que c'était en plein milieu de l'écran et on n'en faisait rien. À partir d'aujourd'hui, je vous propose une petite nouveauté, c'est tout simplement vous faire participer à l'aide de sondages. Donc si vous allez dans la partie communauté, eh bien aujourd'hui je vous pose une petite question de ce que vous pensez de ce fameux Dynamic Island. Est-ce que vous avez envie de l'implémenter dans votre application? Peut-être ou pas du tout. N'hésitez pas à vous rendre dans la partie communautaire pour répondre à ce sondage et nous demain on verra quels sont les résultats. Juste avant qu'on passe aux actualités en bref, une petite information qui était complètement passée au travers de mes radars, à savoir qu'au Chili, normalement le 4 septembre, il y aurait dû y avoir le changement d'heure. Mais finalement, le gouvernement chilien a changé et cette année, ça passe au 11 septembre. L'élément qu'il faut retenir ici, c'est que généralement c'est codé en dur et là on se rend compte finalement que dans ce genre de cas où c'est un gouvernement qui décide un peu au dernier moment de faire des modifications, eh bien coder en dur, c'est pas la bonne solution. Donc à faire attention, surtout si vous avez des applications qui sont déployées là-bas. Et donc maintenant, place aux actualités en bref. En plus de Google et Meta, Samsung organisera le 12 octobre prochain sa conférence pour les développeurs. Sans l'ombre d'un doute, il y sera question de Tizen, même si le système d'exploitation est un peu moins mis en avant chez le fabricant coréen, puisque les montres connectées de la marque utilisent désormais Wear OS. Saviez-vous que Sony Mobile avait sorti un smartphone PlayStation sous le doux nom de Xperia Play? Malheureusement, cela fut un flop total, autant au niveau des avis que des ventes. Toutefois, un tweet mystérieux de Sony donne rendez-vous vendredi prochain pour une annonce Born to Game. Faut-il y voir un téléphone,
un accessoire, des jeux, cela pourrait faire sens dans la mesure où PlayStation a lancé il y a peu un studio dédié aux jeux mobiles. Dans un nouveau livre à paraître, on apprend que YouTube aurait pu ne jamais appartenir à Google. À quelques heures de la signature du contrat en 2006, un des cofondateurs du service s'était rendu compte qu'un des employés du géant américain avait fouiné dans les bilans financiers de YouTube. Mais le chèque de 1,65 milliard de dollars a dû faire passer la pilule, d'autant plus que les négociations avaient commencé à seulement 50 millions de dollars. La palme de l'objet complètement what the fuck du jour revient à Mutalk, qui enregistre la voix de l'utilisateur pour ensuite la diffuser uniquement dans le métaverse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la société est plus que sérieuse puisqu'il s'agit d'une filiale de Panasonic. Mais honnêtement, vu la tête qu'on va avoir avec, pas sûr que ce soit l'avenir dans lequel on souhaite vivre. Après les ports de Doom, voici celui du premier Quake sur l'Apple Watch qui fonctionne extrêmement bien. Vous noterez même que la couronne sur le côté sert à orienter le personnage. Une nouvelle version de Flutter est sortie hier soir, la 3.3.1 en version stable, mais comme vous pouvez le voir, ça ne concerne qu'un crash sur Windows, donc les problèmes de rendu de texte sont toujours là. Vu qu'il y a toujours ce gros bug, je vous recommande toujours pas de basculer vers la 3.3. Toujours dans l'écosystème Dart et Flutter, lors de l'annonce de Dart 2.18, qui est donc la nouvelle version stable, ils avaient annoncé que le null safety allait être obligatoire normalement en milieu d'année prochaine, et là ce qu'on voit derrière ce petit ticket, c'est que finalement, cette version complètement null safety pourrait s'appeler Dart 3.0. Comme vous pouvez le voir, c'est prévu pour la mi-2023, mais ils indiquent que pour le moment c'est juste des plans, donc potentiellement ça pourrait varier un tout petit peu, mais il faut se dire que l'année prochaine on pourrait avoir Dart 3.0 qui sortirait. Comme vous le savez, la nouvelle application de la SNCF a été rendue disponible en début d'année 2022 et elle est faite en Flutter et il y a eu quelques soucis au départ. Et cet article en fait revient justement sur le développement de cette application jusqu'à aujourd'hui. Et l'article est super intéressant, il vous indique que ça fait une vingtaine de minutes pour le lire, en réalité c'est un tout petit peu moins. Mais l'avantage de cet article c'est qu'il est absolument pas là pour dénigrer ni quoi que ce soit, mais plutôt lister les faits et se dire quelles leçons on peut en tirer. Donc c'est super intéressant et moi je vous invite du coup à le lire. On bascule maintenant du côté de chez Android avec un nouveau bug qui a été découvert côté Android 13 et ça concerne une application qui cible Android 13 et qui est installée de zéro. Dans ce cas-là, on ne peut pas savoir quel est le papier peint utilisé, le wallpaper utilisé par l'utilisateur. Là-dessus, vous allez me dire, bon, ok, on s'en fout un tout petit peu, c'est quand même assez marginal. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça ne marche plus. Et en l'occurrence, ça vient du fait que cette fonctionnalité est liée à la permission qui s'appelle Read External Storage. Et comme vous le savez, eh bien, Read External Storage n'est plus disponible aux développeurs sur Android 13. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a le souci. On enchaîne ensuite avec ce GitHub qui a été présenté hier par un Googler. Alors comme c'est indiqué là-dessus, c'est un template pour un peu des projets bac à sable. Donc c'est pas du tout un template pour des exemples, mais c'est plutôt pour Google en interne au final, ou vous si vous avez envie de vous amuser. Ça contient l'ensemble de ces bibliothèques déjà préconfigurées, et l'idée en fait c'est tout simplement que ça sert de bac à sable pour tout ce qui est côté architecture sur Android. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à lire le petit guide qui est disponible ici et qui est très très bien détaillé, vous voyez il y a énormément d'informations dessus. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser côté architecture, eh bien vous avez tout dans ce petit GitHub, sachant qu'il indique qu'il est en bêta, mais voilà, c'est vraiment un bac à sable, faites ce que vous voulez avec. On termine ce Dev Café par la Developer Preview 5 de la Privacy Sandbox, qui est la dernière version en Developer Preview, ensuite ce ne sera que des versions bêta. Et si toutefois vous savez pas vraiment trop bien qu'est-ce que c'est la Privacy Sandbox, l'idée c'est qu'aujourd'hui, chaque application contient par exemple des analytics, des SDK de pub. Et ça c'est chaque application. Mais ça veut dire que les SDK bénéficient par exemple des mêmes permissions, des mêmes droits que l'application. Et l'idée de la Privacy Sandbox, c'est de dire que désormais, dans le système Android, il y aurait d'un côté des applications et de l'autre des SDK qui seraient totalement indépendants. Et ces SDK auraient des fonctionnalités un peu plus limitées pour justement ne faire que de l'analytics, pas récupérer des informations personnelles. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils seraient donc décorrélés des applications. Donc le problème parfois de ces SDK, c'est que si on met pas à jour l'application, si on met pas à jour le SDK, il peut y avoir des soucis de sécurité, des choses comme ça. Là, l'idée, ce serait que ces SDK seraient mis à jour indépendamment côté Google Play, ce qui permettrait à votre application de ne plus se prendre la tête là-dessus. Donc pour le moment, c'est encore en développeur preview. C'est prévu pour arriver sur Android 13, donc on peut peut-être imaginer que d'ici à la fin de l'année, ce soit rendu disponible, par exemple.
Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller répondre au petit sondage si c'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas pour ma part, je vous donne rendez-vous comme tous les jours à 12h30 pour un petit tuto. Sinon, on se donne rendez-vous forcément demain à partir de 7h sur cette même chaîne YouTube. Bonne journée à tous!